Bonjour à tous, nous voyons aujourd'hui les dynamiques territoriales, coopération et tensions dans la mondialisation. Nous verrons deux parties, des territoires inégalement intégrés à la mondialisation, puis nous étudierons les coopérations, régulations, tensions à l'échelle mondiale, régionale et locale. Des territoires inégalement intégrés à la mondialisation. Acteurs et facteurs de l'inégale intégration des territoires dans la mondialisation. Les FTN, des acteurs majeurs de la hiérarchisation des territoires. Les FTN sont les firmes transnationales, c'est-à-dire des entreprises mondiales qui possèdent des filiales dans le monde entier et qui réalisent au moins un tiers de leur chiffre d'affaires à l'étranger. Ces FTN sont des acteurs majeurs de la mondialisation car elles vont orienter leur IDE, c'est-à-dire leur investissement direct étranger, selon un certain nombre de facteurs, appelés aussi des avantages comparatifs. Ces avantages comparatifs peuvent être liés au niveau de salaire des populations, à leur niveau de qualification professionnelle, à la proximité de ressources naturelles ou encore à la proximité de centres de consommateurs. Les FTN favorisent alors certains facteurs, mais au-delà des FTN, il existe d'autres acteurs de la mondialisation. Le rôle des États et des organisations internationales. En effet, les États et les organisations internationales sont aussi des acteurs majeurs de la mondialisation. Certes, la mondialisation a pu limiter le rôle des États puisque les flux d'informations, les flux de capitaux ou encore les stratégies des FTN ignorent de plus en plus les frontières. Selon une idée répandue, ils sont impuissants face à la mondialisation. Pourtant, cette idée doit être largement nuancée car ils peuvent aussi mener des politiques permettant d'attirer les capitaux ou les emplois, comme des politiques d'aide aux entreprises, des politiques de défiscalisation, des créations de zones franches, par exemple. De plus, les chefs d'État peuvent également fixer des règles lors des grandes conférences internationales, le G7, le G20 ou encore intervenir à l'ONU. Les organisations internationales, pour leur part, ont un poids fort dans la mondialisation. Ainsi, on peut citer l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, ou encore la Banque mondiale, ou bien encore le FMI, le Fonds monétaire international qui, ensemble, favorisent l'ouverture des frontières au commerce et le développement économique des pays. Les autres acteurs de la mondialisation. Il existe aussi d'autres acteurs de la mondialisation, tels que les acteurs non gouvernementaux qui sont de plus en plus nombreux et de plus en plus présents. On peut citer les ONG, les organisations non gouvernementales, qui sont environ au nombre de 25 000 et qui interviennent dans des domaines très variés tels que la santé, la culture, l'écologie, etc. Dans un tout autre registre, les fonds d'investissement peuvent également influencer sur l'économie des États, tout comme les agences de notation boursière par exemple. Une hiérarchisation et une fragmentation croissante des territoires dans la mondialisation. Dans cette hiérarchisation des territoires de la mondialisation, il faut faire une place à part pour les aires de puissance. Ce sont essentiellement les pays de la triade qui se regroupent donc en trois aires de puissance, l'Amérique du Nord, l'Asie-Pacifique et l'Europe, notamment l'Union européenne. Ces trois aires de puissance sont reliées entre elles par des flux très intenses. Elles contrôlent également l'essentiel du pouvoir politique, économique et diplomatique du monde. Ces pays sont rejoints toutefois par les pays émergents, comme le Brésil ou l'Inde, qui bénéficient des IDE, qui bénéficient également des délocalisations industrielles ou encore de l'exportation de ressources agricoles ou énergétiques. Ces pays émergents ont tendance à s'organiser un peu plus aujourd'hui. Elles font par exemple partie du G20 avec d'autres puissances émergentes telles que le Mexique, la Turquie, et de nombreuses grandes firmes transnationales sont originaires de ces puissances régionales. On peut citer Lenovo, le constructeur informatique en Chine, ou Mittal pour l'acier en Inde. Au total, tant les pays de la triade que les pays émergents sont devenus des véritables centres d'impulsion de la mondialisation. On peut définir les centres d'impulsion comme étant des espaces où se concentrent les fonctions de commandement mondial, politique, économique, culturel, etc. La hiérarchisation des espaces induite par la mondialisation se marque aussi par l'émergence de ce qu'on appelle les périphéries intégrées. On désigne par cette expression des pays qui ne sont pas des centres d'impulsion de la mondialisation, mais qui ont de fortes connexions avec eux. Il peut s'agir de pays proches géographiquement ou qui profitent du rayonnement des espaces moteurs,
Prenons l'exemple des pays d'Europe de l'Est, plus récemment intégrés dans l'Union européenne, et également certains pays en développement sont des périphéries intégrées de par la production de produits stratégiques dans la mondialisation, par exemple les pays producteurs d'hydrocarbures. De même, dans cette hiérarchisation des espaces, il faut relever la place particulière des périphéries marginalisées. Le processus de marginalisation est une dynamique plaçant des territoires à l'écart des réseaux et des flux de l'économie mondiale. Ainsi, certains espaces se situent en marge de cette mondialisation. Plusieurs facteurs permettent d'expliquer cette situation. D'abord, le très faible développement du pays, puisque les 48 PMA, pays les moins avancés, constituent ce qu'on appelle parfois des angles morts de la mondialisation. De plus, le manque de stabilité politique et de sécurité, par exemple dans les pays en guerre, rebute des entreprises ou des réseaux de s'y installer. C'est le cas en Irak, en Afghanistan, en Somalie. Cette marginalisation peut résulter aussi d'une exclusion volontaire, comme le montre l'exemple de la Corée du Nord. Cette hiérarchisation des territoires nécessite donc des coopérations, des régulations, mais aussi des tensions aux échelles mondiales, régionales et locales. D'abord, on peut constater qu'il y a des tensions récurrentes au sein de cette hiérarchisation. En effet, comme on l'a vu précédemment, la mondialisation hiérarchise et met en concurrence les territoires à différentes échelles. Depuis 1945, la mondialisation s'appuie sur une croissance constante des flux, permise en grande partie à la fois par une baisse des coûts de transport, mais également par une baisse des tarifs douaniers, dans le cadre plus global du libre-échange. Or, le libre-échange et la libre concurrence s'accompagnent d'une déréglementation accrue de certains secteurs économiques. Pourtant, certains États peuvent chercher un retour au protectionnisme afin de protéger leurs marchés nationaux. Ainsi, récemment, les États-Unis ont mis en place des mesures de protectionnisme par une augmentation des taxes sur les importations de certains produits. La Chine procède de même par une dévaluation de sa monnaie. Or, ces véritables guerres commerciales déstabilisent les échanges internationaux en produisant des tensions supplémentaires. La question de la réaction des opinions publiques à la mondialisation montre également des critiques fortes envers celle-ci. En effet, certaines personnes s'inquiètent des effets économiques, sociaux ou environnementaux de la mondialisation. En effet, la globalisation financière a pu entraîner une spéculation plus active ainsi que la survenue de crises financières puis économiques généralisées. De même, certains dénoncent également les effets sociaux, notamment des délocalisations d'usines ou d'entreprises qui favorisent le dumping social. On appelle dumping social la mise en concurrence de travailleurs des pays du Nord, là où les salaires sont plus élevés, avec les travailleurs des pays du Sud qui ont un plus faible salaire. De même, les coûts environnementaux sont soulignés par certains, aboutissant à la surexploitation de certaines ressources, comme le montre la pratique de la déforestation intensive par exemple. Les États sont souvent montrés du doigt également comme défaillants à anticiper ou à réguler les effets néfastes des choix des FTN. Ainsi, dans ses formes les plus extrêmes, la critique de la mondialisation s'incarne dans des mouvements altermondialistes qui défendent une autre forme de mondialisation, plus respectueuse des droits humains et environnementaux. À une échelle plus locale, cette remise en cause de la mondialisation peut prendre la forme de la favorisation de circuits courts par les consommateurs, souvent basés sur l'agriculture biologique. Ces différentes tensions apparaissent également dans une crise des institutions internationales. Aujourd'hui apparaissent de manière assez claire les limites du cadre de l'ONU et de ses différentes agences pour le développement mises en place après la Seconde Guerre mondiale dans un moment où les pays occidentaux dominaient largement l'économie mondiale. Or, dans un système économique de plus en plus multipolaire, cela nécessite des réformes demandées notamment par les pays du Sud. De même, les institutions économiques et financières telles que le FMI, la Banque mondiale ou l'OMC sont souvent contestées par les opinions publiques du fait de politiques suivies depuis les années 80, qui sont des politiques néolibérales basées notamment sur l'ouverture des frontières économiques ou sur des plans d'austérité budgétaire. Autant de politiques souvent mal perçues par les opinions publiques pour qui elles sont synonymes de déséquilibre, de déstabilisation et au final de tensions supplémentaires.
Ainsi, la survenue de ces tensions nécessite des politiques de coopération et de régularisation de la mondialisation. En effet, les coopérations sont des leviers d'intégration régionale ou locale. D'abord, à l'échelle régionale. L'échelon régional, à comprendre ici comme région du monde, est largement privilégié dans ces politiques de coopération. On l'a vu, l'échelon mondial n'est pas satisfaisant tant les intérêts des puissances sont divergentes et l'échelon régional est souvent trop étroit dans le cadre de la globalisation de l'économie. Ainsi, on a vu se multiplier ces dernières années des zones d'intégration régionale, des ZIR. Ils se sont multipliés au point que l'on compte aujourd'hui près de 400 accords régionaux dans le monde. Ceux-ci sont essentiellement des accords commerciaux qui peuvent aboutir à des degrés plus ou moins forts d'intégration des pays qui le composent. Ainsi, les associations régionales sont basées sur le libre-échange par un abaissement des droits de douane entre États membres. La plus ancienne zone de coopération économique est la création de la CEE, la Communauté économique européenne, en 1957, devenue Union européenne en 1992. À partir de 1994, un traité de libre-échange est signé entre les États-Unis, le Mexique et le Canada. Il est appelé l'ALENA. Les pays émergents ou en développement multiplient également ce type d'accord afin de peser dans la mondialisation. On peut citer l'ASEAN en Asie du Sud-Est, le Mercosur en Amérique latine ou le CARICOM dans les Caraïbes. À l'échelle locale, les coopérations se multiplient également. Cela peut prendre des formes institutionnelles. Par exemple, certaines villes transfrontalières fondent une structure administrative commune afin de faire des investissements dans des infrastructures communes. Et les eurorégions en Europe fonctionnent par exemple sur ce même principe. La coopération à l'échelle locale peut prendre aussi des manières plus informelles. Ainsi, dans les pays développés, on constate une réorientation des modes de consommation vers des circuits courts, par exemple la vente chez le producteur ou dans des coopératives. Pourtant, ces tentatives de coopération et de régulation amènent des dynamiques d'intégration inégales. En effet, toutes les coopérations régionales n'aboutissent pas aux mêmes effets d'intégration des pays. Dans ce contexte, l'UE apparaît comme l'association régionale la plus intégrée. En effet, les accords se font à la fois sur le marché commun, mais aussi sur la libre circulation des hommes et des marchandises, ce qu'on appelle l'espace Schengen, mais également sur une intégration politique avec les institutions de l'UE. De plus, les politiques économiques européennes ont permis de réduire les inégalités territoriales les plus flagrantes grâce à des fonds financiers dédiés. D'autres associations régionales ont des effets intégrateurs plus inégaux. Pendant longtemps, par exemple, l'adhésion au Mercosur s'est traduite par un développement du commerce intrazone, notamment par la création de couloirs de développement en Amérique latine. Mais cette association est largement polarisée aujourd'hui sur le Brésil, ce qui provoque l'inquiétude des autres pays adhérents. Il en est de même pour l'ALENA. Si cette association a permis le développement de l'industrie mexicaine, notamment à la frontière, par la présence d'usines, les maquiladoras, ce sont surtout les États-Unis qui en tirent avantage. Enfin, d'autres associations fonctionnent très difficilement ou sont à l'arrêt, comme c'est le cas du Conseil de coopération du Golfe Persique ou encore de l'Union du Maghreb arabe.